Bonjour et merci d'être là pour une séance de travail, une séance de travail en commun qui, d'abord, je crois, doit commencer par un remerciement aux organisateurs, dans la mesure où cette démarche de réflexion collective sur les technologies de l'esprit sont un moment rare dans la mesure, même où, comme on le verra, il me semble que nous vivons un déficit de pensée quant aux effets, quant aux implications et même aux objectifs qui sont poursuivis par, je dirais, l'objectif de ce qu'il est convenu désormais d'appeler dans les sphères dirigeantes l'école numérique. Je dois dire donc toute ma sympathie pour cette réflexion sur les technologies de l'esprit, et en particulier, ça croise un travail que je commence au Collège international de philosophie sur le rapport entre les pratiques intellectuelles, les technologies et les formes de la connaissance. Mais et je remercie également Scolé parce que c'est l'un des supports qui a repris une démarche qui, il y a 2 ans, était quand même perçue comme particulièrement, je dirais, archaïsante, contre-courant, qui était une critique que j'ai rédigée avec mon collègue Danino, Philippe Danino, et qui était paru dans l'enseignement philosophique sur les espaces numériques de travail. Il me semble une dimension, qui n'est pas la seule, mais une dimension extrêmement importante justement de cette numérisation de l'école, et qui pose des problèmes à la fois économiques, des problèmes politiques et des problèmes professionnels, qui sont rarement posés, en particulier rarement posés par le milieu enseignant lui-même, voire par les organisations du monde enseignant. Or, ça me semble quelque chose de très important. Mais la commande était autre cet après-midi, puisqu'on m'a proposé de donner quelques éléments sur le contexte, disons, politique et économique dans lequel finalement vient s'insérer aujourd'hui cette implantation d'outils numériques. Je crois qu'une première réflexion, c'est que nous vivons une mutation globale des systèmes éducatifs. Ce que j'ai appelé une grande mutation, dont nous avons du mal à saisir finalement tous les tenants et les aboutissants, dans la mesure même où nous sommes pour une part aveuglés par nos vieilles disputes sur le terrain pédagogique, nos vieilles disputes entre organisations syndicales, etc., enfin, nos traditions de discorde, si je puis dire. Par ailleurs, nous sommes également aveuglés par, je dirais, la démarche extrêmement découpée, fragmentée des réformes, à la fois dans le temps. Nous avons du mal à cerner, je dirais, les objectifs terminaux. Nous avons du mal également à percevoir le caractère systémique des réformes. Alors sans tomber non plus dans un imaginaire du complot, du plan et du programme tout établi, je crois qu'il est quand même nécessaire d'aller voir dans la littérature européenne, dans la littérature de l'OCDE, etc., ce que je fais depuis assez longtemps pour voir comment est pensée la mutation de l'école dans les sphères dominantes. Ce que je voudrais donc dire d'abord, c'est que je pense que le terrain a changé. Il y a un déplacement du terrain et ces discontinuités, ces ruptures ont du mal à être perçues par les agents même qui en subissent les conséquences. Alors, comment résumer cette nouvelle école? J'ai appelé ça, dans un ouvrage de 2004, le modèle de l'école néolibérale. C'est-à-dire, au fond, quelque chose qui nous permet de comprendre les processus, je dis bien les processus à l'œuvre aujourd'hui, loin de penser que nous avons d'ores et déjà une école qui répond parfaitement au modèle. Nous n'en sommes pas là, mais par contre, pour éclairer les transformations, il faut bien comprendre vers quel type d'école nous allons. Cette école, pour le dire très vite, ce modèle d'école obéit à la norme de l'employabilité. Et cette norme de l'employabilité prend en quelque sorte le pas, progressivement, sur ce qu'on pourrait appeler l'idéal, je dis bien l'idéal et non la réalité, l'idéal de l'émancipation, qui a reçu des interprétations fort diverses, mais qui commandait néanmoins les politiques, en tout cas
comme une espèce de référence, de fiction régulatrice et ordonnatrice, et qui finalement était le terrain même de nos disputes. Nos disputes, elles passaient par la reconnaissance finalement d'un terrain commun qui était celui du fait que l'école devait répondre à cet idéal d'émancipation. Or aujourd'hui, ce qui prend le dessus, c'est la norme de l'employabilité, à partir de laquelle se décline toute une série de transformations, ou en tout cas une série d'interprétations des transformations à laquelle nous sommes convoqués. Cette école s'organise peu à peu, et peut-être parfois jusqu'au détail des mots que l'on utilise ou des gestes pédagogiques, comme une sorte d'entreprise produisant une marchandise spéciale, une marchandise qui peut prendre des noms divers, la ressource humaine, le capital humain. C'est-à-dire, au fond, une école qui, pour le dire de façon extrêmement brutale, a comme objectif ce que Marx appelait dans le Capital la vente de soi. C'est-à-dire une école qui aurait, utilisons évidemment le conditionnel, qui aurait finalement comme objectif d'inculquer un rapport à soi, une forme de subjectivité très, très particulière, une forme de, si je puis dire, de souci de soi très spécial, qui est d'apprendre à se vendre sur le marché du travail. Donc une nouvelle école qui vise des formes de subjectivité, qui vise un travail de subjectivation sur les jeunes, et ceci dès le plus jeune âge, justement. Je crois que c'est la réflexion qu'on doit mener sur la façon dont on pense aujourd'hui dans les sphères dirigeantes. Il faudra aussi beaucoup de temps pour expliquer où aujourd'hui s'écrit le nouveau discours de l'école. Comment, au fond, ces nouvelles technologies sont pensées? Je crois que c'est dans ce cadre-là. Alors, économie de la connaissance, le mot est en effet extrêmement important, et je crois qu'il est aussi très éloquent. C'est le mot qui, en effet, dit la métamorphose du paradigme, pour utiliser un terme très, très en usage dans cette littérature-là, c'est ce mot qui dit finalement le changement de paradigme que nous vivons. Dans l'économie de la connaissance prend une forme nouvelle, sa finalité, son organisation, le fonctionnement des institutions de production et de diffusion des connaissances sont modifiés institutionnellement par une forme de la connaissance, une forme abstraite de la connaissance qui est une forme valeur. En effet, que veut dire économie de la connaissance? Cela signifie que la connaissance prend la forme, une forme nouvelle, une forme valeur, une forme économique. L'économie de la connaissance, c'est la connaissance comme valeur économique. Et c'est ce qui est dit et répété partout et toujours. Cette forme valeur de la connaissance ne naît pas spontanément d'une vente directe et monnayable. Ce n'est pas la marchandise dont parle Marx dans le premier chapitre du Capital. Au fond, il s'agit plutôt d'une forme qui peut passer justement par des transformations qui ne se traduisent pas nécessairement par un acte d'achat et de vente, et qui peut prendre la forme, je dirais, une sorte de moulage, si vous voulez, qui consiste à considérer la connaissance comme si elle était une marchandise, et en particulier de la considérer comme une unité élémentaire d'information qui peut être, dans certains cas, vendue ou pas, selon les opportunités, selon les cas, selon des principes économiques eux-mêmes sur lesquels il faudrait s'étendre, en particulier pour savoir quel est le rendement de telle ou telle diffusion de connaissances selon les niveaux, etc. Il apparaît assez évident que l'institution universitaire, l'enseignement supérieur est plus ouvert désormais, plus propice à une transformation directement marchande de la connaissance que l'école maternelle ou que l'école élémentaire. Ça va de soi. Et les plus néolibéraux des économistes de l'éducation sont les premiers d'ailleurs à le reconnaître. Donc toute connaissance enseignée ou toute connaissance nouvelle même n'a pas besoin d'être transformée en véritable marchandise pour recevoir en quelque sorte la forme d'une marchandise.
Il s'agit au fond, plus exactement, d'une normalisation marchande de la connaissance. Parler de forme-valeur de la connaissance, donc, implique de prendre en compte tous les enjeux du discours sur la valorisation économique, sur le fait que la valeur économique est devenue le critère ultime de validation institutionnelle et sociale de la connaissance. Et à partir de là, je crois qu'il faut prendre en compte ce que la politique européenne, puisque c'est le sujet qui m'a été demandé de traiter, ce qu'implique la signification de cette politique européenne qui, depuis mars 2000, a inscrit à son programme comme stratégie centrale l'économie de la connaissance. Vous connaissez tous ce passage de la déclaration du Conseil européen qui dit qu'en 2010, c'est-à-dire en ce moment, cette année, l'économie européenne, l'Union européenne devait devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde. Quand on a entendu ce propos, il y a eu plusieurs réactions, des réactions enthousiastes, des réactions plus dubitatives, mais je dois dire un large soutien, et des forces politiques les plus différentes. N'oublions pas qu'en mars 2000, l'essentiel des gouvernements qui soutiennent cette stratégie, qui la mettent en œuvre, sont des gouvernements à direction social-démocrate, à direction socialiste, ou avec un parti socialiste au pouvoir. C'est l'époque où c'est le socialiste portugais qui donc préside l'Union européenne. C'est aussi une époque où, semble-t-il, Tony Blair et sa troisième voie jouent un rôle extrêmement important. D'où le fait qu'en mars 2000, cette proposition d'orientation, cette orientation centrale et principale reçoit un soutien quasi unanime. La Confédération européenne des syndicats soutient également cette transformation et y voit l'occasion de création d'emplois, donc et d'une élévation également, ne l'oublions pas, des niveaux de qualification. La plupart des camarades des différents syndicats, au fond, y voient l'occasion d'un élargissement de la scolarisation, d'une meilleure insertion des moins qualifiés, c'est-à-dire ils voient les objectifs progressistes qui sont en effet mentionnés dans le discours qui suit, dans l'ensemble des arguments qui viennent soutenir cette orientation. Ce qui a été beaucoup moins vu, voire pas vu du tout, c'est précisément cette réduction de la connaissance sur des objectifs que l'on peut qualifier, mais là aussi il faudrait beaucoup de temps, que l'on peut qualifier d'utilitaristes. C'est-à-dire, plus exactement, l'articulation entre cet objectif de l'économie de la connaissance et, d'un côté, des transformations de la recherche et, d'autre part, des transformations de l'enseignement. Je m'explique. Dans l'économie de la connaissance, il y a deux versants, deux pans. Le versant de la production des connaissances, le domaine de la recherche, et le domaine de l'enseignement. Sur le pan de la recherche, la connaissance va déboucher, ou doit déboucher, de façon très normative, doit déboucher sur l'innovation. Elle est comprise comme une condition de la production d'innovation, elle-même condition de la compétitivité. Il est essentiel de comprendre que dans cette stratégie, ce qui est d'abord un donné irréversible et fondamental, c'est la compétition mondiale sur laquelle il n'y a aucun moyen de jouer, si ce n'est de s'inscrire en son sein et de rattraper, de dépasser ce que font les Américains, ce que font les Japonais. Donc d'emblée, si vous voulez, toute cette conception
de la connaissance s'inscrit d'abord dans une problématique qui est celle de la concurrence mondiale, reconnue comme une norme intangible. L'économie de la connaissance, c'est-à-dire la politique de la connaissance, la politique cognitive, si on peut dire, donc, vient s'inscrire dans cette logique. Donc, sur tout un pan, toutes les transformations de la recherche, toutes les transformations institutionnelles de la recherche, toutes les transformations de l'université, en particulier, autonomie universitaire, fondation pour relever des fonds, financement, nouvelle gouvernance, élévation des droits d'inscription, etc. Bon, contrat avec les entreprises, en fait, je suis en train de dire, en fait, tout ce que les lois partout en Europe et en France, la LRU, vont inscrire à leur programme et finaliser par cette logique de l'innovation. Ça date même d'avant la transformation, enfin la stratégie de Lisbonne, c'était déjà au cœur de ce que disait le rapport Attali de 98, c'était au cœur de la stratégie de Claude Allègre à partir des mêmes dates à peu près. Hein. Le processus de Bologne est conduit par cet objectif parce que Allègre appelé le grand marché du XXIe siècle. Bon. Alors sur le pan, si je puis dire, proprement scolaire, sur le plan de la formation, là on a, je dirais, une déclinaison qui est un peu différente et qui est celle des compétences. Le mot compétence veut dire plein de choses, c'est pas le mot qui compte. Il reçoit des significations extrêmement variées selon les contextes. Ce qui importe ici de comprendre, c'est que le mot compétence est utilisé dans un certain sens et dans un certain contexte et reçoit donc une signification de ce contexte et je dirais même de la dynamique, je dirais même de la stratégie qui est mise en œuvre. Le mot compétence a une valeur et une portée stratégique. Problème de traduction également, problème de traduction dans la littérature européenne, quand vous lisez les textes anglais, vous avez très souvent, lorsque on traduit en français compétences, vous avez le mot skills, et souvent vous avez ajouté au mot skills le mot marketable skills. Les marketable skills. Évidemment, c'est intraduisible en français. On ne peut pas traduire la façon dont nos amis anglophones disent les choses. Parce qu'évidemment, ça nous mettrait la puce à l'oreille. On ferait trop vite comprendre finalement de quoi il s'agit. Donc si vous voulez, je crois qu'il ne faut pas avoir de débat religieux sur théologique, si vous voulez, sur le mot compétence qui reçoit dans les champs pédagogiques, dans le socio-constructivisme, etc., des significations qui sont différentes. Mais il faut comprendre que lorsque donc l'Union européenne établit donc à peu près aux mêmes dates le socle des compétences clés, il s'agit d'abord de définir des compétences en rapport avec la norme de l'employabilité dont j'ai parlé tout à l'heure. Les compétences pour le discours européen n'ont de sens qu'en rapport d'abord avec la norme de l'employabilité, avec également une norme plus vague, plus diffuse, d'insertion sociale, puisque pour eux, il y a aussi donc un rapport qui peut être évident et reconnu entre le fait d'avoir un emploi et le fait d'avoir évidemment une insertion sociale convenable. Ajoutons à cela que cette promotion des compétences s'inscrit dans un paradigme ou un modèle qui s'appelle l'apprentissage tout au long de la vie, qui a pu être interprété là aussi dans un sens très, très progressiste, dans le sens de l'humanisme européen ou des Lumières, enfin finalement d'un grand idéal de quelqu'un, d'un individu qui se forme continuellement dans son existence, se frotte au savoir, etc.
en réalité, ce n'est pas tout à fait la signification heureuse que, je dirais, l'opinion cultivée européenne et française peut ou voudrait entendre. Il s'agit en réalité d'une notion qui est elle-même prise dans un grand discours économique et dans une interprétation des transformations de l'emploi en rapport aux modifications, aux mutations technologiques. En fait, il s'agit de créer un ensemble de dispositifs formels, informels, de recyclage permanent, je ne sais pas comment dire autrement, de recyclage permanent des conditions d'employabilité. C'est-à-dire faire en sorte que l'individu soit toujours amené à acquérir les compétences nécessaires et à les renouveler constamment pour s'adapter aux conditions de l'emploi. Et c'est à partir de ces considérations, c'est ça qui nous importe, c'est à partir de ces considérations générales, de ces objectifs économiques, que donc, les systèmes éducatifs doivent se transformer. Ajoutons également, mais là aussi il faudrait du temps, que dans une problématique, alors pour le coup très néolibérale, c'est à la charge de l'individu, c'est de la responsabilité de l'individu de se recycler en permanence selon les problématiques, si vous voulez, bien connues du workfare, qui aurait censé remplacer le welfare. Le workfare étant cette problématique très générale qui consiste à casser tout ce qui est considéré comme assistance pour le remplacer par une façon pour l'individu de se prendre intégralement en charge, d'être intégralement responsable de ce qui lui arrive. Bon, vous voyez le type problématique d'ailleurs problématique assez ancienne, c'est l'individu qui supporte en réalité, je dirais, les coûts, ou en tout cas c'est une façon d'individualiser les coûts sociaux, ici en l'occurrence les coûts de formation. En France, on voit cette problématique de façon assez claire avec la prévalence aujourd'hui de ce qu'on appelle l'orientation active, qui envahit le discours ministériel de façon extrêmement curieuse. On peut entendre, j'ai tendu l'oreille à certains moments des discours de nos ministres, Darcos ou Châtel, où les termes d'enseignement avaient disparu et où venait en premier lieu, comme si c'était, je dirais, l'axe et l'objectif principal de l'école, l'orientation active, c'est-à-dire la prise en charge par l'individu, élève, donc de son propre parcours, etc. Sans doute un idéal intéressant, mais qui doit être lui aussi pris dans ce contexte général où on demande à l'individu de devenir entrepreneur de lui-même. Je veux dire, le terme clé du néolibéralisme, c'est cette injonction faite à l'individu de se vivre subjectivement comme un capital depuis la naissance jusqu'à la mort, un capital qui doit s'accumuler, qui doit avoir un rendement, etc. Et quelque chose, si vous voulez, qu'on a développé avec Pierre Dardot dans la Nouvelle Raison du Monde, qui me paraît extrêmement important, et qui nous permet d'éclairer un peu ce qui se passe à l'école, c'est précisément ce type de politique qui vise à modifier en profondeur les subjectivités, et le plus tôt possible. Et l'école est véritablement un terrain sur lequel on peut observer ces mutations subjectives. Alors, la place après avoir décrit évidemment beaucoup trop rapidement ces deux volets, innovation du côté de la recherche, compétences du côté de l'éducation, quelques mots sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Trois aspects me semblent importants et dignes d'être interrogés, et constituent aujourd'hui, me semble-t-il, je me trompe peut-être, j'espère, des espèces de trous noirs de la réflexion. Alors, évidemment, d'abord, les questions assez évidentes, pour qui a travaillé sur les phénomènes de marchandisation, c'est la dimension proprement économique. On entendait Châtel hier ou avant-hier dire que le plan de l'école numérique allait coûter 1 milliard. Bien, chose aussi intéressante dans le contexte budgétaire actuel. Mais il faut
aussi s'interroger sur les rapports qui existent entre le ministère de l'Éducation nationale et, je dirais, les fournisseurs privés. J'ai pointé en 2008 une curiosité qui n'a pas fait grand bruit. Une curiosité qui était la chose suivante. Darcos a confié en janvier 2008 une mission officielle de réflexion sur l'école numérique. À qui a-t-il confié cette mission? Il l'a confié à Jean Monnet. Jean Monnet n'est pas très connu, je ne vais pas confondre avec Jean Monnet, bien sûr. Jean Monnet. Et Jean Monnet, c'est en fait quelqu'un qui est président de Syntec Informatique. Syntec Informatique, qu'est-ce que c'est? Là aussi, peu de gens ignorent, enfin connaissent cette association, cette organisation. Qu'est-ce que ça peut bien être que Syntec Informatique? En fait, c'est le nom de la Chambre de commerce et d'industrie des sociétés de services en ingénierie informatique, dont le but, j'ai été chercher ça sur Internet, qui est très pratique, dont le but est de défendre les intérêts des entreprises du secteur. On a là un parfait modèle des rapports entre le public et le privé et des transformations. Là aussi, on a analysé nos travaux antérieurs, les transformations de l'État, c'est-à-dire précisément comment une politique publique est aujourd'hui, comment dire, en rapport avec des sociétés privées directement intéressées par les investissements publics. Alors c'est quand même intéressant de voir que l'argumentaire, le premier type d'argumentaire assez complet qui avait été fait pour l'école numérique, le titre du rapport c'était pour le développement du numérique à l'école, a été fait donc par celui qui était peut-être le plus intéressé à l'invitation en question. Mais bon, ne soyons pas mesquins, élevons les débats et demandons-nous finalement quel est le sens et qu'est-ce qu'il y avait à retenir dans ce rapport. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est finalement comment ce discours entrait en résonance avec le discours des compétences européennes. Ce que j'ai appelé tout à l'heure la norme de l'employabilité était prédominante dans ce rapport. C'est-à-dire qu'au fond, la question n'était pas tant une question pédagogique, est-ce que ça facilite les apprentissages, etc. Le discours était immédiatement finalisé selon une logique de la professionnalisation. En gros, l'argument, c'est le suivant. À partir du moment où la productivité des entreprises dépend essentiellement de l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication, alors il est nécessaire que dès le plus jeune âge, la future main-d'œuvre, la future ressource humaine dispose des compétences en la matière. Donc, il me semblait que je dirais la problématique pédagogique de l'apprentissage était subordonnée à la logique de la professionnalisation. Et là, je crois que c'est une réflexion qu'on doit avoir, mais nous avons d'éminents spécialistes ici, que l'on doit avoir pour, je dirais, contrer le type de problématique dominante, cet économisme dominant qui aujourd'hui conduit la main, si je puis dire, des gouvernements. Enfin, il y a et dans ce cadre-là, je voudrais insister sur justement, mais on n'a pas moins de temps, sur le livret électronique des compétences. Il me semble important de relever, je l'ai dit tout à l'heure, qu'un des aspects les plus intéressants je dirais, de cette littérature européenne, que peu de gens vont lire parce qu'elle est quand même un peu rébarbative, il faut bien le dire, et un peu répétitive, c'est le fait que ces compétences sont mesurées, bien sûr, sont testées, et Dieu sait si on va vers un système de testing épouvantable, d'une intensité que nos vieux systèmes d'évaluation sont pour le coup peut-être à sauvegarder, puisque quand on voit en Angleterre le nombre de tests que les pauvres élèves doivent supporter pour la mesure des compétences, et Dieu sait aujourd'hui si les instituteurs et les professeurs de collège commencent à souffrir de ce nombre de
de tests, de vérification et de mesures. Mais je voulais surtout dire que dans la littérature européenne, il y a comme un branchement qui s'opère entre se livrer des compétences et ce qui s'appelle le portefeuille de l'emploi. Et là, il y a aussi une interrogation à avoir. Est-ce qu'il n'y a pas là des outils, et n'est-ce pas la raison pour laquelle ils sont mis à ce point en avant d'articulation possible par le biais technologique entre la politique scolaire, les techniques scolaires, les techniques d'évaluation scolaire et la mesure de la valeur marchande de la force de travail, pour utiliser une vieille expression. Et je pense que ce qui est depuis longtemps recherché dans le discours trouve là une médiation pratique, un instrument, si vous voulez, qui mérite d'être interrogé. Quel rapport y aura-t-il entre ce livret des compétences et précisément ce qui pourra être demandé, requis pour l'emploi? En tout cas, dans le discours européen, il ne fait aucun doute, c'est même un objectif affiché, que nous devons aller vers ce qui s'appelle le passeport pour l'emploi. Enfin, dernier point et dernier sujet de réflexion, mais je n'ai pas prétention du tout de répondre à cela, c'est l'interrogation sur les espaces numériques de travail qui aujourd'hui sont, je dirais, recommandés, financés non seulement par le ministère, mais par les régions, les départements qui font l'objet d'un grand consensus. Ça s'appelle le cartable numérique, cartable virtuel pour l'élève, ça s'appelle du bureau virtuel du professeur. Et je crois que, c'est pour ça qu'avec Daniel, nous avons fait ce texte, je crois que nous avons là un grand trou noir de la réflexion. Nous savons que beaucoup de métiers ont été transformés, beaucoup de professions ont été modifiées par l'introduction de l'informatisation et de la numérisation. Mais au fond, des risques, appelons ça comme ça, des risques de standardisation du métier, des risques de normalisation professionnelle, des risques de contrôle, sont peu interrogés, peu questionnés, peu contestés aujourd'hui. Est-ce que, prudent, posons des questions, est-ce que, au fond, cette numérisation des activités professionnelles ne conduirait-elle pas à une refonte d'abord du métier des enseignants dans les finalités qui leur sont assignées? Je pensais par exemple au testing intensif qu'ils sont de plus en plus requis d'accomplir. Est-ce que cela ne modifie pas les rapports avec leur hiérarchie? Est-ce que ça ne modifie pas les rapports qu'ils entretiennent avec les élèves et les parents d'élèves? Ce que je voulais souligner ici, mais donc il se trouve que vous réfléchissez depuis très longtemps à cette question, que moi je suis tout neuf dans ce domaine. Que veut dire cet objectif de l'école réseau, de l'école transparente, de l'école où on supprime des médiations entre les professionnels, les enseignants et les élèves et les professeurs. Dans une école où, et dans un discours sur l'école, où par exemple la référence au livre a disparu. Je voudrais terminer là-dessus. Ce qui me frappe dans les textes que j'ai cités, les textes européens, que les discours que j'ai lus, les rapports que j'ai lus sur le développement de l'école numérique, ce qui m'a frappé, c'est une absence. Le livre n'est plus là. Le professeur, dans le cahier de texte électronique, qui deviendra obligatoire en septembre, prescrit aux élèves d'aller voir des liens, d'aller sur des sites, d'aller sur des blogs,
la référence au livre a disparu. Eh bien, vous qui travaillez sur les technologies de l'esprit, vous avez, me semble-t-il, à dire aussi aux enseignants qui ont été formés au livre par le livre, qui, d'une certaine façon, sont les enfants du livre, ce qui peut advenir de cette disparition d'une référence, peut-être d'un outil qui a constitué l'école. C'est pour ça que j'attache personnellement la plus grande importance à votre démarche de pensée, dans la mesure où elle me paraît en effet témoigner beaucoup plus que les considérations que j'ai faites, paraît, je dirais, répondre aux exigences de cette grande mutation que j'interprète peut-être encore de façon trop courte comme une mutation, je dirais, socio-économico-politique, mais qu'il faudrait peut-être interpréter, c'est peut-être le sens de votre démarche, comme une mutation de civilisation, s'il s'agit bien, en effet, du passage à d'autres formes de mémoire des savoirs, et donc aussi d'autres formations des savoirs, et donc d'autres savoirs. Je vous remercie. Merci.